Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce Webicafé Pass ou pas Pass sanitaire qu'on vous propose ce matin de 9h à 10h30. On va démarrer tout doucement, mais on va laisser les uns et les autres se connecter tranquillement. J'espère que vous êtes tous bien installés avec un petit café. Voilà, on va être tranquille pour un sujet pas si simple, mais qu'on va essayer de décrypter et d'éclairer, d'analyser ensemble ce matin pour bien se réveiller. Voilà, je vois que ça commence à se connecter tout doucement. Installez-vous, on va démarrer. Alors, j'ai le plaisir ce matin avec moi d'ouvrir ce webinaire avec des partenaires qui vont apporter leur éclairage sur ce sujet. Tout d'abord, bonjour Marion Boineau, déléguée générale adjointe du mouvement associatif. Bonjour. Et puis Cécile Chassefer, donc avocate, juriste en droit des associations de Camino Avocat. Bonjour Cécile. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Et avec nous également Philippe Thébault, chargé de mission à la Maïf. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et tous et désolé pour la caméra, petit souci technique. C'est les aléas, mais en tout cas, on t'entend très bien. Merci. Alors, pour ce Webicafé, on vous propose ce matin de commencer par une petite introduction sur ce pass sanitaire, un outil d'aide à la reprise d'activité, point d'interrogation. En première partie, on va essayer d'aborder la notion de responsabilité civile, qui sera importante de voir. Ce sera Philippe de la Maïf qui nous présentera cette première partie. Et ensuite, Cécile nous abordera l'association face à la réglementation du pass sanitaire, donc une partie sur la réglementation. Et enfin, en seconde partie, on prendra le temps, toutes et tous, de prendre quelques questions, parce que c'est l'objectif ce matin, c'est d'essayer d'apporter des réponses aux questions et aux nombreuses questions que vous vous posez. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré, donc le replay sera diffusé par la suite. Vous verrez, vous avez un onglet discussion qui est le chat dans lequel vous pouvez échanger, mettre vos commentaires ou vos remarques. Si vous avez par contre des questions que vous souhaitez soumettre aux intervenants et que vous souhaitez qu'ils soient remontés pour être répondus, vous verrez, il y a un onglet Q&R, voilà, c'est là que vous posez vos questions. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à Paul qui est avec nous ce matin et qui se chargera de suivre toutes les questions que vous pourrez y mettre et les remonter à nos intervenants. Et bonjour Paul. Bonjour. Écoutez, on va commencer. Voilà, Marion, je te passe la main pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là ce matin concernant un sujet qui nous a animés au cœur de l'été, à peu près fin juillet, début août, avec un certain nombre d'interrogations pour les associations de tout secteur. Et c'est ce qui nous a incité, sous l'impulsion bienveillante de la Maïf, à organiser une conférence sur le sujet du pass sanitaire à l'occasion du Forum national des associations et fondations, qui a eu lieu il y a un mois à peu près. Et on avait souhaité pour cette conférence à la fois avoir des remontées et une vision de comment les choses se vivent au niveau des associations sur le terrain, mais aussi d'avoir l'appui précieux de Cécile et Philippe sur les notions plus juridiques et de savoir vraiment en termes d'outillage comment tout ceci se mettait en place progressivement, puisqu'aujourd'hui, enfin, on va le voir, on a des indications, des orientations à donner, mais pas de réponse ferme, puisque c'est un outil qui se met en place progressivement. Et c'est pour ça que vos témoignages et vos remontées seront importantes et utiles pour savoir comment ça se matérialise sur le terrain, cette mise en place du pass sanitaire. Donc, moi, dans la première partie que je vais introduire tout de suite, je ferai une remontée à date de nos membres sur ce sujet, sur les questions de mise en œuvre. Mais ce webinaire a avant tout une vocation pratique pour avoir des éléments le plus à jour possible pour pouvoir maintenir l'activité des associations sur tout le territoire. Et à ce propos, nous, au niveau de nos organisations, il y a cette préoccupation qui est de se dire que le pass sanitaire, c'est à la fois un outil utile pour favoriser la reprise des activités, qu'elles soient culturelles, sportives, ludiques ou festives, après une période d'arrêt très forte. Pour autant, on a identifié avec nos membres, et
probablement avec vous aujourd'hui, un certain nombre de problématiques qui se posent, qu'il est nécessaire de prendre en compte puisque jusque très récemment, on a bien vu que ce pass sanitaire, sa mise en œuvre avait vocation à se mettre en œuvre dans la durée. Cécile y reviendra et peut-être Philippe, probablement d'ici à l'été. Enfin, en tout cas, c'est des informations qu'on a à ce stade. Et donc, on a identifié au niveau du mouvement associatif, avec des échanges avec nos membres, un certain nombre de problématiques qui sont étayées au fil de l'eau par rapport à cette mise en œuvre. Et donc, sur les problématiques qui nous sont remontées, il y a deux aspects qui nous semblaient intéressants à mettre en lumière, avec un premier élément qui était un pass sanitaire qui est à la fois une opportunité de reprise d'activité, mais aussi un frein qu'il convient d'observer sur différents aspects. Le premier qui nous semblait important, c'est la question de la remobilisation des bénévoles dans les organisations, dans les associations, puisqu'on a pointé dans les différentes enquêtes qu'on a eu le plaisir par ailleurs de copiloter avec le RNMA et Recherche et Solidarité, on a vu que la crise sanitaire avait eu des conséquences sur cette question de la remobilisation des bénévoles, alors que, vous le savez toutes et tous, ces bénévoles constituent le cœur de l'action associative. Pour nous, aujourd'hui, et on en a échangé avec nos organisations membres, il est indéniable que ce pass sanitaire peut sécuriser cette reprise d'activité et ce retour des bénévoles, de les faire revenir dans des conditions sanitaires sécurisées, mais il freine en même temps le retour de celles et ceux qui ne souhaitent pas s'y soumettre. Donc, aujourd'hui, on est un peu court en termes de recul sur cette question-là. Peut-être que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, on pourra mesurer le ratio entre la sécurisation que peut provoquer le pass sanitaire et cette question de la remobilisation. Ensuite, concernant l'arrêt des activités, il y a eu pendant une grosse année et demie un arrêt assez net des activités. Mais par exemple, si on prend des associations du secteur sportif, certains professeurs qui soient salariés ou bénévoles en charge de dispenser l'activité ne souhaitent parfois pas présenter le pass sanitaire, ce qui peut engendrer un certain nombre de problématiques à prendre en compte. Par exemple, dans un département, une fédération d'associations qui était investie en territoire rural rapporte que 90% des professeurs qui dispensent les cours d'une activité sportive ne souhaitent pas présenter leur pass sanitaire, qui a provoqué l'arrêt des activités dans le département. Donc, c'est ici, et on le verra ensuite, le but n'est pas de juger de la pertinence de l'outil, mais en tout cas, ça pose et ça interroge des questions, j'imagine que vous aussi, au niveau des maisons des associations et des associations qui sont présentes aujourd'hui, ça interroge de savoir comment on peut gérer cette question de l'accès dans une situation assez inédite, vous en conviendrez. Le deuxième élément qui est plutôt complexe à mettre en place, c'est la question du cadre de l'activité, du type d'activité et du lieu d'activité. Concernant le type d'activité en rapport avec le lieu, une organisation adhérente au mouvement associatif nous a interpellés sur le fait que des activités liées à la liberté d'opinion et d'expression n'étaient pas, notamment tout ce qui est politique, syndicale et culturelle, n'étaient pas soumis au pass sanitaire. Donc, il semblait possible d'organiser ce type d'activité sans pass sanitaire, donc des débats publics, des débats citoyens, tout autant que les réunions statutaires des organisations. Au niveau de l'administration centrale, il y a une proposition pour organiser ce type de réunion, d'organiser un circuit pour que les personnes qui participent à ce type d'activité puissent y accéder tout en qui soit différent des autres lieux des autres activités qui sont mises en place dans les locaux, mais ce n'est pas toujours évident. Si je prends un exemple, vous avez une salle de conférence où une assemblée générale est organisée, par exemple, il faudrait organiser un circuit parallèle aux autres activités qui sont mises en place.
Dans la réalité, on le verra, ce n'est pas toujours évident à mettre en place et on peut comprendre que pour les organisateurs, l'équation entre le type d'activité et le type de lieu n'est pas toujours évident à suivre quand on le gère. Hem, donc c'est une problématique, à laquelle vous devez être toutes et toutes confrontées et qu'on va pouvoir affiner, et prendre en compte de manière, régulière. Pour ce qui est du cadre d'activité, on a aussi observé qu'une même activité dans un même lieu peut être soumise ou non au pass sanitaire. Par exemple, lorsqu'il s'agit de sport en milieu scolaire ou extrascolaire. Donc, il y a différents types de réglementations qui se mettent en place. A contrario, une activité qui est réalisée auprès d'un même public, mais dans un lieu différent, peut être soumise ou non au pass sanitaire. Donc, on a par exemple des cas rapportés dans le secteur de la culture où des conservatoires municipaux sont exemptés, contrairement aux écoles de musique associatives. Donc, ces deux éléments sont ceux qui nous sont plus remontés et qui sont loin d'être exhaustifs, puisque la situation évolue régulièrement et probablement que d'ici 1 ou 2 mois, on aura un certain nombre d'éléments qui seront plus stabilisés. Aujourd'hui, et vous le verrez, Cécile et Philippe nous donneront pas toutes les réponses et toutes les solutions pour répondre à toutes ces thématiques, mais en tout cas, chacun s'emploie à son niveau à progresser sur le sujet pour donner une meilleure lisibilité sur les règles qui sont appliquées. Notre objectif à toutes et tous, c'est de renforcer la reprise d'activité. C'est aussi l'objet de ce webinaire ce matin, c'est de voir comment on peut progresser là-dessus. En tant qu'association, en tout cas, on, on a la conviction qu'il ne faut pas s'adresser et pas hésiter à s'adresser aux structures locales d'accompagnement de la vie associative qui sont elles-mêmes au plus près du terrain pour voir quelles sont les problématiques sur le territoire, aux têtes de réseaux sectoriels concernés par le type d'activité développée, puisqu'elles savent en termes de métier comment les choses peuvent se mettre en place et aussi elles peuvent faire remonter les problématiques pour qu'on puisse faire évoluer les choses. Euh, on sait aujourd'hui que la priorité reste la protection de toutes et tous. Néanmoins, dans ce contexte, on est un peu traversé par différents enjeux et problématiques qui sont toutes les plus importantes les unes que les autres. Il y a aussi parallèlement la question du bien-être et de la santé mentale de la population qui est en jeu, sur lequel le type d'action proposé par le secteur associatif a un réel effet positif. Donc aujourd'hui, on souhaitait en introduction vous dresser ce type d'enjeu et probablement vous allez nous en parler via le chat. Mais avant tout, je remercie Cécile et Philippe qui vont intervenir à ma suite, de nous donner un certain nombre d'éléments et d'éclairages, une grille de décryptage pour voir comment on peut avoir un certain nombre d'éléments pour remettre en place les activités dans de bonnes conditions. Donc, je vais laisser la parole à Philippe qui va introduire la partie qui suit et je vous remercie. Merci Marion. On est ravis d'être là aujourd'hui pour la deuxième fois sur le sujet, parce que comme tu l'as dit, on avait déjà travaillé ensemble lors du Forum national des assos sur ce même sujet qu'est le pass sanitaire. Et dans les deux situations, ce qu'on avait trouvé peut-être intéressant, avant que Cécile ne nous explique brillamment ce qu'est le pass sanitaire, où, quoi, comment, c'était peut-être de faire un point sur le sujet des responsabilités, parce que on se pose plein de questions là aujourd'hui sur le pass sanitaire. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, au premier déconfinement, on n'avait pas le pass sanitaire parce que le pass sanitaire est lié au progrès de la science et à l'arrivée du vaccin. À l'époque, on avait les protocoles. Les sportifs avaient leurs protocoles, les restaurateurs avaient le leur. Et on se posait tout autant de questions que sur le pass sanitaire d'ailleurs. Il se trouve que comme les choses avancent très vite, on a une activité législative, réglementaire qui va très vite. Nous, on a du mal à suivre parfois. Alors, c'est positif parce que l'avancée rapide fait qu'on a eu un vaccin très rapidement. Et les choses derrière, la réglementation doit suivre pour qu'effectivement, comme le disait Marion, les activités puissent redémarrer dans de meilleures conditions. Pour autant, on a tellement parlé forcément de Covid depuis 1 an et demi, on parlait que de ça pendant un moment.
On comptait le nombre d'hospitalisés quasiment toutes les 10 minutes. Alors un peu moins maintenant, mais on faisait tellement de focus dessus qu'à un moment donné, on a pu croire, enfin moi dans les échanges qu'on avait avec les dirigeants de l'association, c'était OK, on a les protocoles, là OK, on a le pass sanitaire, on a toutes ces mesures qui viennent se mettre en place. Quelles sont ces mesures, comment elles fonctionnent? Et sous-entendu derrière, lorsque j'organise une activité, un événement, comment je dois les appliquer? Et si je les applique pas, qu'est-ce qui va m'arriver? En gros, est-ce que je vais être responsable et comment je peux l'être? Quelqu'un qui vient à une de mes activités et qui, une semaine après, recherche notre responsabilité parce qu'il vient nous expliquer qu'il a contracté le Covid à l'occasion de notre manifestation, est-ce que je vais être responsable? Comment? Et on commençait parfois à avoir l'impression qu'il y avait un droit Covid et que le Covid avait frappé tout le monde et tout le temps, partout, y compris le droit de la responsabilité et les mécaniques de la responsabilité. On voulait réajuster un peu les choses. Le Covid impacte le droit, on le voit, hein, les textes sortent très régulièrement. Pour autant, les règles de base du fonctionnement des responsabilités n'ont pas été réformées par l'arrivée du Covid. Elles sont restées les mêmes. Le Covid est simplement un élément, et surtout les mesures de prévention du Covid sont simplement des éléments qui sont venus s'ajouter aux obligations que nous, associations, on avait à mettre en place à l'occasion de l'organisation d'activités, quelles qu'elles soient, mais rien de plus. Donc, on va essayer de faire un petit peu de rassurance, même si ce n'est pas un chèque en blanc, hein, parce que la responsabilité, elle est toujours potentielle. Pour autant, on va voir que ce n'est pas quelque chose de systématique et que ça peut être parfois beaucoup plus compliqué que certains médias peuvent le laisser entendre. Alors, on va essayer de faire des choses pas trop théoriques et pas un cours de droit. Donc, sur le premier slide, j'ai mis une définition de la responsabilité civile. On va passer très vite dessus pour arriver au second slide. Alors, je ne sais pas, ouais, celui-là, on va passer. Si on donne les slides, les gens pourront lire effectivement ce qu'est vraiment la responsabilité. Le premier élément important, c'est que en matière de responsabilité, en matière de responsabilité civile, il faut essayer de faire un distinguo entre deux champs de responsabilité. Celle qu'on appelle la responsabilité contractuelle et l'autre qu'on appelle la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Alors ça paraît très théorique comme ça, jeté sur une slide, mais dans la mise en œuvre des responsabilités derrière, c'est extrêmement important puisque les règles ne sont pas les mêmes. On, on, le, Se positionner sur l'une ou l'autre des responsabilités est assez simple. Le sujet qu'il faut voir, c'est le lien qui va unir la victime ou la soi-disant la présumée victime à l'auteur du dommage. C'est-à-dire que moi, association, j'organise une activité, quelle qu'elle soit, je suis l'organisateur. Et si quelqu'un estime qu'effectivement il a subi un dommage de mon fait, par exemple, il dit qu'il a contracté le Covid chez moi dans le cadre de mon activité, il est la victime. La question, c'est quel est le lien qu'il y a entre nous, moi, asso organisatrice, et cette fameuse victime. Alors, de manière assez simple, sur le slide d'après, je fais un petit tableau. C'est toujours mieux que des grandes phrases, je trouve. Voilà comment on peut déterminer ces relations. Sachez que dans le cadre des activités que vous organisez, quelles qu'elles soient, une AG, une kermesse, un bal, un concert, tout ce que vous voulez, vous allez la plupart du temps, vous, association, être dans une relation contractuelle, c'est-à-dire les gens qui vont venir participer à vos activités vont être des co-contractants. Alors, pourtant, vous ne signez pas de contrat, on est d'accord, hein, on ne signe rien. Certaines manifestations sont même gratuites, donc il n'y a même pas un ticket d'entrée payant qui formalise un quelconque contrat. Mais quand vous allez acheter le pain le matin, vous signez rien avec votre boulanger et pourtant, vous faites naître un contrat. Donc, vous voyez que sur le côté contractuel, là, en rouge, la nature des rapports qu'il y a entre l'association, ses adhérents, ses salariés, ses bénévoles, ses créanciers sont de nature contractuelle. Il y a un lien contractuel entre l'association et tous ces gens-là. Alors, avec les salariés, c'est facile à définir parce qu'il y a un contrat de travail. Avec les adhérents, un peu plus aussi parce qu'il y a un acte d'adhésion, encore que parfois même pas, mais souvent aussi. Les bénévoles ne sont pas des salariés, il n'y a pas de contrat de travail, mais il y a bien un lien contractuel entre l'association et ses bénévoles. Et tous les gens qui vont venir participer aux activités que vous allez mettre en place vont se situer dans cette sphère de relations contractuelles. Donc, 99% des cas, dans le cas des activités que vous organisez, vous allez être dans cette relation contractuelle. Et le contrat, c'est quelque chose qui fait naître des devoirs et des droits.
La question étant de savoir, lorsque je suis une association, par rapport à mes co-contractants, que sont les participants, ceux à qui je peux effectivement éventuellement demander le pass sanitaire ou pas pour pouvoir participer, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, comment vont se définir les règles de responsabilité? Alors, d'une manière générale, si on peut avancer sur le slide d'après, je disais, le, le droit de la responsabilité, il n'a pas été réformé sur ses bases par le Covid. On a tendance parfois à penser que lors d'une activité associative, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe mal, quelqu'un qui se blesse, etc., ou beaucoup plus grave, les médias nous renvoient des échos où on a l'impression aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait un responsable de manière systématique. C'est obligatoire, il va falloir que quelqu'un soit condamné, on verse des dommages et intérêts, et ça, c'est inéluctable. En fait, c'est pas du tout le cas, parce qu'en droit français, dans 99% des cas de figure, lorsqu'on recherche la responsabilité de quelqu'un, c'est bien à la victime qu'il appartient de faire la preuve de certains éléments, et pas l'inverse. En droit anglo-saxon, on n'est pas forcément sur cette dynamique, mais en droit français, on est encore sur ce principe où c'est à la victime de prouver un certain nombre de faits. Et ces faits, ils sont au nombre de 3. D'abord, c'est à la victime de prouver la faute du responsable, c'est-à-dire de prouver que l'association, en organisant son activité, il y a quelque chose qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait. Elle aurait dû demander le pass, elle ne l'a pas fait. Elle aurait dû mettre des barrières de sécurité, elle ne l'a pas fait. Mais c'est à la victime de le prouver. Ensuite, il faut que la victime prouve son préjudice. Alors, c'est pas forcément le plus compliqué, hein, parce que quand on a une blessure, on fait constater par un expert médical qui va chiffrer tous les préjudices. Et enfin, le troisième élément, et celui-là, il est intéressant, c'est prouver un lien de causalité entre la faute et le préjudice. C'est-à-dire que c'est bien la faute commise par l'association, qui a été prouvée par la victime, qui est à l'origine, en tout ou partie, du préjudice subi par la victime et qu'elle a elle aussi prouvé. Et il faut que la victime prouve ces 3 éléments. C'est-à-dire que s'il en manque un, il ne peut pas y avoir de responsabilité de retenue. C'est cumulatif et pas alternatif. Donc, vous voyez que quelqu'un qui, effectivement, après une manifestation, estime qu'il a contracté le Covid à l'occasion de cette manifestation, par exemple parce que vous n'avez pas fait respecter la distanciation sociale ou que on lui a pas demandé son passe sanitaire alors qu'il estime qu'il était dans une manifestation où on devait lui demander le passe sanitaire et que si on lui a pas demandé à lui, on a dû le demander à personne et il y avait quelqu'un de contaminé qui a contaminé tout le monde, dont lui. Alors, il va d'abord falloir qu'il le prouve. Alors, si effectivement le pass sanitaire n'a pas été demandé et qu'il a des témoignages, ça peut être prouvé. Son préjudice, il a un test PCR positif. Par contre, prouver que c'est bien à l'occasion de la manifestation qu'il a contracté le virus et que c'est bien parce que vous n'avez pas demandé le pass alors que vous auriez dû le demander qu'il a contracté le virus, c'est là que ça devient un peu plus compliqué quand même. Parce qu'en l'état de la connaissance de la science sur le Covid, rien ne dit que cette personne n'avait pas déjà le Covid depuis 1 heure quand il est arrivé, ou qui n'a pas contracté le Covid 1 heure après être sorti de la manifestation. Donc vous voyez que la systématicité de la responsabilité, elle est loin d'être évidente, a fortiori quand on parle du Covid. En revanche, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité possible. On a pu voir des cas de figure où les faits eux-mêmes apporter la preuve. Je donne un exemple. On parlait des accueils collectifs de mineurs, les colonies de vacances, où eux, pour le coup, on en reparlera, il n'y a pas de passe sanitaire obligatoire, mais où, quand on demandait un test PCR, les enfants arrivaient en colonie avec un test PCR négatif, restaient 1 semaine ou 2 en colonie, donc ne sortaient pas de l'organisation qui était mise en place, et à un moment donné, contractaient le Covid. Donc là, effectivement, l'effet aurait tendance à dire que le Covid a bien été contracté dans le cadre de l'activité organisée. Reste à savoir quelle faute a été commise qui a permis de contracter ce virus. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, cette systématicité de la responsabilité, elle n'est pas aussi évidente que ça. Elle ne l'est même pas du tout. Donc, là aussi, il faut continuer à mettre en place des activités, il faut effectivement être prudent. La question étant, pour ne pas commettre de faute, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, aujourd'hui, si on peut avancer un petit coup le slide. Ouais, encore un petit, on va tout mettre d'un coup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est une association organisatrice d'un événement?
vis-à-vis des gens qui viennent participer à l'événement, vis-à-vis des éventuels salariés qui organisent l'événement, des bénévoles qui nous aident à organiser cet événement, où on a, je vous le rappelle, une obligation et une relation contractuelle. Quelles sont nos obligations? Qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire? Alors, les obligations en matière contractuelle, elles sont de deux natures. On a ce qu'on appelle une obligation de résultat. On ne va pas y venir sur celle-là, mais en deux mots, l'obligation de résultat, c'est quoi? C'est l'équivalent pour l'association quand elle organise une activité de garantir l'accident zéro. C'est-à-dire que je m'engage à ce qu'il n'y ait aucun accident, aucun dommage corporel, aucune blessure, rien du tout. Et la simple survenance de l'accident, du dommage, va quasiment systématiquement entraîner une responsabilité. Mais ça, c'est des champs particuliers, des activités particulières. La plupart du temps, l'association a ce qu'on appelle une obligation de moyens. C'est-à-dire que l'association ne garantit pas l'accident zéro. La seule chose qu'elle garantit aux gens qui viennent participer à ces activités, c'est qu'elle s'oblige à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des participants. Voilà, c'est ça l'obligation de moyens. C'est ce qu'on appelait à un moment donné agir en bon père de famille. Alors, je ne peux plus le dire maintenant parce que sinon je romps l'égalité homme-femme, mais je continue à l'employer parce que je trouve que c'est très parlant. Je dois agir en bon père ou bonne mère de famille. En gros, je dois mettre en place tous les éléments de sécurité et de prévention qui vont permettre d'assurer la sécurité des participants à mon activité. Comme ça, en théorie, ça paraît simple. Sauf que le problème, c'est que souvent, on nous dit OK, mais alors c'est quoi cette liste de moyens qu'on doit mettre en œuvre? Le problème, c'est que ce n'est pas possible de dresser une liste exhaustive, puisque vous le comprendrez bien que les moyens de prévention et de sécurité qui doivent être envisagés et mis en place par l'association dépendent de plein de choses, dépendent de la nature de l'activité que vous mettez en place. Entre une activité sportive et assister à une pièce de théâtre, les risques n'étant pas les mêmes, les éléments de prévention et d'encadrement ne sont pas les mêmes. Ça varie en fonction de l'âge des gens qui viennent participer à vos activités. Il va falloir mettre beaucoup plus de moyens en place lorsqu'on a des enfants de 4 ou 5 ans à encadrer que lorsqu'on a des adultes. On a des moyens, des obligations d'information, d'accompagnement, etc. Et dans cette liste de moyens, les premiers moyens à respecter, à mettre en œuvre en premier lieu, c'est bien sûr de respecter la réglementation. Quand j'organise une kermesse et que j'organise une buvette, je dois forcément d'abord demander les autorisations nécessaires parce que la loi est comme ça. D'accord ? À partir de là, tout ce qui a trait au Covid, respecter les éléments des protocoles sanitaires, mettre en place le pass sanitaire, faire porter le masque, mettre du gel hydroalcoolique, faire respecter la distanciation sociale, ce sont des moyens. Si on peut avancer, Marie, le dernier slide, avance encore. Non, 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 Philippe, tu es en retard. Non, le dernier slide de ma partie. Le dernier intro. Ouais. Où j'ai une liste, c'est la page 11. Intro. Voilà. Quand on parle du Covid et de tous ces moyens que l'association doit mettre en place, tout ce qui a trait au Covid est venu intégrer un certain nombre de moyens que vous mettiez en place de tout temps, de manière traditionnelle, lorsque vous organisiez vos activités. Simplement, ces obligations-là, ces moyens-là sont venus s'ajouter à ce que vous faisiez déjà. Ils ne les remplacent pas, ils viennent s'ajouter. Et ces éléments-là disparaîtront le jour où le Covid aura disparu. Ou alors, il y aura une immunité collective et où le Covid ne sera plus un problème. Parce que ces moyens, effectivement, varient avec l'évolution sociétale. Donc, ça veut dire que quand on parle du pass sanitaire, c'est un des moyens que l'association doit vérifier si elle doit ou non le mettre en œuvre. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Cécile. Est-ce que je suis soumis au pass sanitaire ou pas? Les éléments de distanciation sociale sont des moyens à mettre en œuvre qui, aujourd'hui, ont attrait à la prévention du Covid et qui donc vont être examinés par les magistrats si effectivement on a une victime qui vient rechercher la responsabilité de l'association en disant qu'il a contracté le virus à l'occasion d'une activité de l'asso. Les juges vont regarder effectivement quelle était la nature de l'activité, quel type de moyens l'association aurait dû mettre en place, le nombre d'encadrants, les mesures de sécurité, les déclarations buvettes, tout ce qu'on peut imaginer, et tout ce qui a trait au Covid. Si c'est une association qui était soumise au pass sanitaire
parce qu'on était dans un lieu soumis au pass sanitaire ou que l'activité était soumise au pass sanitaire, ce sera un élément que l'association aura dû mettre en place. Si elle ne l'a pas fait, ça peut effectivement être constitutif d'une faute. Pour autant, il faut quand même trouver un lien entre la faute, je n'ai pas demandé le pass sanitaire, et le fait que quelqu'un ait contracté le Covid, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà, résumé de manière le plus simple, j'espère, possible, le fait que tous ces éléments de prévention du Covid viennent intégrer le socle de la mécanique de responsabilité qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça ne constitue pas un droit particulier, ça vient simplement s'ajouter à certaines obligations que vous aviez déjà. Merci Philippe. C'est moi. Merci Philippe. C'est vrai que ça nous donne un bon éclairage justement et c'est aussi rassurant sur justement cette question de qu'est-ce qui va m'arriver si justement… voilà, je trouve cet éclairage rassurant sur le côté on n'est pas toujours dans… Enfin, il ne faut pas s'arrêter de mettre en place des activités, mais juste s'assurer qu'on a bien rempli les moyens à mettre en œuvre. C'est ça. Du coup, sur cette question de passe sanitaire pour les associations, Cécile, je vais te donner la main. Alors, excuse-moi, Cécile, Marie. Non, je me disais juste, j'observais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans les questions-réponses. Et je me fais la remarque pour beaucoup d'entre elles que dans la mesure où le propos de Philippe était en cours et que celui de Cécile va amener aussi d'autres éléments, il y en a sans doute beaucoup qui seront déjà répondus. Donc, je vais proposer aux personnes, même je vais annoter les questions comme par défaut en répondu, mais n'hésitez pas à la fin du propos de Cécile justement de les reposer pour certains cas particuliers qui resteront sans réponse. Mais à minima, Cécile, tu vas peut-être scanner également les questions, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se posent, qui vont être autour de doit-on raisonner par rapport au type d'activité, en fonction de ce que je fais de la musique, ou quelque chose autour de la parentalité, ou des ateliers créatifs, est-ce que c'est par rapport à ça qu'il faut raisonner s'il y a passe ou il n'y a pas passe, ou est-ce qu'on raisonne par rapport au type de lieu, si je suis dans un lieu privé, chez un particulier, est-ce que c'est la même chose que dans un lieu public? Il y a également des questions, c'est par rapport à si j'ai une réunion, est-ce que c'est par rapport à une assemblée générale ou une formation, est-ce que je raisonne de la même manière? Voilà tous les types de questions qui se posent, je les lis pas toutes individuellement, mais on ne sait pas trop par quelle porte d'entrée aborder les choses et je ne doute pas que ton propos va nous répondre nous donner le cadre. Et du coup, pardonnez-moi, je me permets, Paul, dans les questions que tu poses et la liste là qui sera jamais exhaustive, il y avait, mais je sais que Cécile va en parler, c'est aussi dans les sources d'erreur ou de confusion. D'un côté, le pass sanitaire, de l'autre côté, l'obligation vaccinale. Et la confusion qu'il peut y avoir entre les deux quand on commence notamment à parler de responsabilité et de qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est assez terrible. Alors, il y a effectivement beaucoup de questions très pratico-pratiques sur ce que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je suis dans ma situation. Comment je règle la réponse? Et j'imagine bien que vous avez envie d'avoir un oui ou un non. Ça marche comme ça marche pas comme ça. En fait, dans notre propos, on avait un peu envie d'essayer de prendre un petit peu de recul. C'était la posture de Philippe. On a aussi, j'oublie pas qu'on a une petite vidéo, hein, ça c'est pour un petit clin d'œil à Marie, mais on a une vidéo et on va illustrer aussi, on va vous montrer qu'en fait votre raisonnement ou vos questions, elles sont partagées par beaucoup. Je crois même qu'il est présent parmi nous, celui qu'on va voir sur cette vidéo, et pour illustrer en fait la méthode qui avait été suivie face à la question qui se pose. Voilà, j'ai une nouvelle réglementation. J'en entends parler partout, etc. Et finalement, dans mon cas, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vrai avec le Covid, comme l'a dit Philippe, mais c'est vrai avec n'importe quelle autre réglementation. Et la démarche, finalement, en droit et la démarche après dans le fonctionnement de son association, dans le pilotage, elle est identique, en fait. C'est toujours la même démarche. Ça ne donne pas la réponse A ou B, mais en tout cas, la démarche intellectuelle en droit, elle va être la même. Donc, on va commencer par regarder cette interview, cette illustration de comment, sur l'île de la Réunion, voilà, le son va bientôt démarrer avec l'interview, voilà, comment ça a été fait et on repart après
sur le droit. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à la Maison des associations située à Saint-Benoît, à l'île de la Réunion. Je me présente, Jimmy Beg, et je suis le directeur de cette structure. La mise en place du pass sanitaire nous a donné des sueurs froides à la Maison des associations. Pour rappel, en fait, depuis le 21 juillet, donc le pass sanitaire est devenu obligatoire pour accéder à tous les lieux de loisirs et de culture qui accueillent plus de 50 personnes. Nous, ça tombait exactement dans la période où on devait organiser début août notre Assemblée Générale, en sachant que notre Assemblée Générale réunissait un certain nombre d'associations et qu'on dépassait bien de manière assez précise les plus de 50 personnes. Donc il nous a fallu encore trouver des stratégies d'organisation avec un mode hybride, présentiel et distanciel, avec les moyens modernes de la visio. Néanmoins, on commençait déjà à réfléchir sur, notre obligation d'ouvrir l'accès à nos locaux et à nos différents espaces à nos associations avec l'obligation d'un pass sanitaire. Pour mémoire, notre maison des associations donc, offre des services de mise à disposition de plein d'espaces, notre salle de réunion, notre salle de formation, nos différents bureaux. Nous faisons également de la formation. Nous mettons à disposition nos bureaux suivant la demande des associations. Et puis nous recevons aussi des associations sur des rendez-vous individuels selon leurs problématiques. Cette période entre juillet et le 9 août et l'obligation de mise en place du pass sanitaire nous a permis d'évaluer un petit peu la possibilité ou pas pour nous, et l'obligation notamment pour nous, de mettre en place ce pass sanitaire. On s'est alors retourné vers le national pour voir un petit peu ce que faisaient nos amis sur l'Hexagone. Malheureusement pour nous, ils étaient tous fermés parce qu'ils étaient, heureusement pour eux, en vacances. Donc on n'a pas eu de retour sur leur pratique au niveau national. On s'est donc retourné vers la gendarmerie qui, nous connaissant, n'a pas pu nous donner de réponse définitive. Ils nous ont invités à nous retrouver et à questionner la sous-préfecture de Saint-Benoît, qui nous a accueillis assez rapidement. Et après avoir visionné et après avoir expliqué un petit peu ce que c'était que la maison des associations, d'un commun accord, il leur semblait effectivement compliqué de faire appliquer un pass sanitaire pour certaines activités et la non-application d'un pass sanitaire pour d'autres. Et donc ils nous ont reconnus comme un établissement de vie sociale et à ce titre soumis à un protocole et non pas soumis à pass sanitaire. Donc depuis ce jour, nous sommes sous ce protocole d'accueil avec des jauges réduites et un sens de circulation évidemment dans les locaux et toujours le masque obligatoire et la distanciation et du gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque locaux. Sous réserve d'évolution de la situation, pour l'instant, notre maison des associations applique un protocole strict d'accueil de nos usagers. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de très bons travaux et je vous dis à très vite. Merci. Voilà, merci pour ce témoignage parce que ça reflète bien finalement l'aspect très pratique de comment on peut se débrouiller quand on est face à une réglementation. On va un peu chercher les informations de comment ça va s'appliquer à notre situation. Et donc, c'est ce qu'on voulait là, redire ce matin, c'est qu'il y a évidemment la veille juridique, être attentif à la réglementation qui bouge, mais en recherchant des sources fiables, parce que bon, il y a ce qui se dit dans les journaux, mais si on fait du droit, à un moment donné, c'est qu'il y a un texte quelque part. On est dans un état de droit écrit, hein, nous, en France, donc il y a forcément un texte quelque part. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, je vous l'accorde. Donc là, surtout quand il y a des textes qui modifient les autres, etc. Mais à un moment donné, la seule façon de savoir qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est quand même d'aller à la source juridique, de vérifier la loi qui s'applique chez nous. Évidemment, après, il y a cette veille juridique. Il faut essayer de se trouver, peut-être, on peut suivre des formations, voilà, de manière générale, hein, sur la responsabilité. On a des formations sur comment je gère le Covid, j'en ai pas vu tellement passer, mais c'est un peu ça aussi dans la mise en place des protocoles. Et puis derrière, c'est le conseil individualisé, c'est à un moment donné, quand
c'est ça aussi, c'est le travail des avocats, c'est le travail aussi quand on tape à la porte de son assureur ou voilà, des gens qui nous entourent pour avoir des conseils individualisés pour savoir voilà, comment s'applique telle réglementation à mon cas particulier. Puisque l'objectif des associations, c'est bien de respecter ce qui est applicable et parce qu'on est, bon, il peut y avoir une histoire de conscience, mais c'est aussi, voilà, dans la gestion de risque, c'est important de savoir déjà dans quel cas on se situe pour pouvoir après mettre les moyens qu'il faut pour éviter les problèmes. C'est quand même ça que, en général, on souhaite. Et puis, comme on est sur des textes, on est sur voilà, du rédactionnel, en droit, il y a toujours des zones d'interprétation. C'est un peu ce que disait aussi Jimmy là, dans le témoignage, c'est qu'à un moment donné, voilà, où est-ce que je me suis dit? Je suis plutôt une association, je ne suis pas sportif, mais est-ce que je suis ludique? Est-ce que je suis… Bon, là, je suis une activité sociale. Donc, on a, là, il l'a fait avec l'autorité préfectorale pour déterminer finalement, dans quelle catégorie, dans quelle case je me situe pour savoir quelle est la réglementation qui s'applique. Donc, voilà, c'est une façon, à un moment donné, de sécuriser l'interprétation, c'est de la partager aussi avec les autorités. Voilà, donc il y a c'est une façon de faire aussi. Parfois, on dit qu'il ne faut pas forcément aller tout de suite taper à la porte si on n'a pas un peu expérimenté en interne l'interprétation qui pourrait nous sembler nous appliquer à nous. Donc, voilà, ça c'est le cadre général que je voulais redire. Donc, très concrètement, la réglementation, elle dit quoi? Elle vient de la loi, hein, c'est la loi du 31 mai qui a été à nouveau modifiée là au mois de novembre, et puis un décret du 1er juin qui a été aussi modifié à plusieurs reprises, et là, le 17, très récemment, c'était publié le 11 novembre. Voilà, donc on a un peu passé le week-end à regarder ça. Mais finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé par rapport au texte de cet été. Finalement, ce qui change beaucoup, c'est la date, puisqu'on avait cette échéance du 15 novembre et que maintenant, la date est décalée jusqu'au 31 juillet 2022. Donc ça, c'est la fenêtre juridique qu'on a pour cette réglementation du point de vue légal, en sachant que le décret, puisque c'est la loi a confié finalement après au pouvoir exécutif cette capacité à adapter aussi un certain nombre de choses en fonction de la réalité de la situation sanitaire que l'on vit. Donc le décret peut bouger, pourra encore bouger. Donc voilà, il y a cette veille juridique qui va être indispensable. Mais on a cette fenêtre jusqu'à l'été prochain. Donc, effectivement, à un moment donné, on s'était dit, bon, peut-être ce n'est pas la peine de trop se casser la tête sur les interprétations si ça ne dure pas longtemps. Bon, là, je crois qu'on va y passer l'hiver, minimum. Voilà, donc ça vaut la peine d'essayer quand même de stabiliser un mode de fonctionnement. Les activités ont toutes reprises, donc il peut y avoir encore quelques difficultés, mais il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place en pratique et on va voir finalement comment ça se confronte aussi en réalité à partir aussi des différentes remontées. Et il y a eu des débats là à l'Assemblée nationale avec le Sénat aussi pour essayer d'ajuster et de répondre aussi à des questions très concrètes. Bon, le texte n'a pas vraiment bougé, hein. Enfin, très peu. Alors, finalement, c'est quoi tout ça? Il faut bien, le droit, c'est ça le problème, c'est qu'il faut être au clair sur les mots et les catégories, c'est les définitions. De quoi est-ce qu'on parle? Et là, je rebondis sur Philippe. Déjà, il faut bien séparer ce qu'est le pass sanitaire et ce qu'est l'obligation vaccinale. Deux choses différentes. Le pass sanitaire, c'est le fait de sortir son papier et de justifier d'avoir un QR code et qui s'affiche vert. Voilà. C'est ça le pass sanitaire. C'est le papier qui justifie que je peux accéder. Je suis dans une situation personnelle qui me permet d'accéder à un lieu. Donc, ce document papier, le QR code en lui-même, il ne me dit pas pourquoi je suis vert. Mais ça s'affiche vert grâce au système de lecture du QR code. Et donc, pourquoi je suis vert? Il y a plusieurs possibilités. Soit j'ai fait mon dépistage et mon test négatif, soit je suis à jour de mes vaccins, soit j'ai eu le Covid et je suis dans ma phase de rétablissement, qui a une durée aussi encadrée, soit éventuellement même, je suis dans une situation particulière où je suis dispensée de tous ces systèmes. Voilà, compte tenu de ma situation de santé, j'ai un certificat de dispense qui est aussi très encadré. Mais donc le pass sanitaire, c'est quand je veux accéder quelque part, je montre un papier avec un QR code et je me fais scanner le QR code qui permet d'être vert.
Voilà. Mais je n'ai pas à dire pourquoi je suis vert. Et donc, l'obligation vaccinale, c'est quoi? C'est le fait d'avoir l'obligation d'être vacciné. On voit bien que dans le pass sanitaire, il n'y a pas que le vaccin. Il y a aussi d'autres possibilités. Le vaccin est un élément, on va dire, aujourd'hui plus simple encore que hier, puisque les tests sont payants, sauf exception. Le droit, il y a toujours les sauf exceptions aussi, c'est un peu compliqué. Donc, le pass sanitaire, voilà, on voit bien ce que c'est. Et l'obligation vaccinale, c'est le fait que la réglementation va imposer à un certain nombre de personnes, et qui sont en fait plutôt des travailleurs, il peut y avoir quelques bénévoles aussi, s'ils sont en situation finalement d'activité équivalente à un professionnel, et tous ceux qui travaillent dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et qui évidemment sont avec le public, sont avec les patients, vont avoir l'obligation d'être vaccinés pour pouvoir travailler. Et cette obligation de vaccination qui permet le travail, on va dire, elle est réservée à une sphère particulière de travail qui vise les établissements sanitaires et médico-sociaux. Voilà. Moi, si je fais de la formation en tant que telle, je n'ai pas l'obligation vaccinale. Par contre, pour aller au cinéma, je dois sortir mon pass sanitaire pour rentrer dans la salle. Ouais. Excuse-moi, du coup, est-ce qu'on peut donc considérer, pour simplifier encore peut-être à l'extrême, que l'obligation vaccinale vise des personnes, notamment des professions, les soignants, on l'a vu, tu l'as dit, etc. Et tu vas nous dire, le pass sanitaire, lui, vise des typologies d'activités et des lieux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, parce que pour revenir sur revenir sur le médico-social, je l'avais dit, j'ai fait une formation il y a quelques temps dans un établissement médico-social. Je ne fais pas partie des personnes visées par l'obligation médicale, je ne suis pas personnel soignant, etc. En revanche, pour pouvoir entrer dans le lieu, j'ai dû montrer mon pass sanitaire. Voilà. Donc, l'obligation vaccinale, elle est plus limitée. Donc, on peut peut-être avancer pour savoir finalement quand est-ce qu'il y a cette obligation de pass sanitaire. Donc, c'est applicable depuis le 21 juillet dernier avec un calendrier, des obligations qui ont évolué, notamment sur les âges. Pour les jeunes, il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on a à peu près stabilisé ça. Et donc, c'est bien une question d'accès à un lieu. Donc, il y a un certain nombre de personnes, dans les questions, ça faisait déjà partie de ça. Donc, c'est accès à un lieu. Donc, c'est à quel lieu ça s'applique. Alors, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est qu'il y a le lieu et le type d'activité. Parce que le texte est quand même assez large aussi pour dire que certaines activités, quoi qu'il arrive, elles obligent au pass sanitaire. Donc, c'est vraiment dans les textes. Les formules, elles sont dans les textes. Ce n'est pas moi qui les invente. On a essayé de faire assez court. C'est très synthétique dans le schéma, mais à un moment donné, si on veut vraiment savoir comment ça s'applique à ma situation, il faut aller chercher le texte pour savoir, si je ne suis pas, où est-ce qu'elle est ma case? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Donc, je suis où? Et c'est parfois plus facile de rejeter certaines cases, et après, on identifie les situations. Ça pourrait être ça qui s'applique à ma situation. Voilà. Donc, en tout cas, c'est quand même assez large, les textes, par rapport à la vie et la dynamique associative. Puisque ça vise des lieux, des établissements, des services ou des événements, des activités aussi. Donc, notamment tout ce qui va être chapiteaux, salles de théâtre, et un peu toutes les salles polyvalentes, on va dire, qu'on peut trouver dans un certain nombre de maisons d'associations ou de locaux municipaux. Voilà, il y a les salles polyvalentes qui peuvent être visées aussi. Et donc, la réglementation vise aussi les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et donc susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. Ce qui veut bien dire que dans les textes déjà, il n'y a pas les lieux privés. Le chez-soi, il y avait dans les questions un certain nombre de gens qui disaient « et les lieux privés ». Non, les lieux privés ne sont pas soumis au pass sanitaire. Donc ça répond à un certain nombre de questions, effectivement, sur le sujet où il y avait les lieux privés. Ouais. Merci, Cécile. Oui, ça, c'est déjà une première case, on va dire, qu'on peut mettre de côté. Alors, le fait de ne pas être soumis au pass sanitaire, évidemment, n'empêche pas d'avoir un certain nombre de moyens à mettre en œuvre
pour éviter les contaminations. Et notamment tout ce qui va être lié aux gestes barrières, au port du masque, etc., même si parfois ça n'est pas obligatoire par un texte légal, il peut y avoir de manière pertinente, opportune, la mise en place quand même de cette demande vis-à-vis des participants, gardez le masque, respectez les distances, parce que c'est aussi un moyen pour l'organisateur de montrer qu'il fait attention à cette situation-là. Mais c'est un moyen, comme à un moment donné, si j'organise, comme avant le Covid, quand on organisait une activité, on faisait quand même attention à ce que les gens ne finissent pas alcoolisés pour reprendre la route en repartant de la soirée festive, voilà, par exemple. Donc, on a bien toujours l'attention sur comment, quand j'organise quelque chose, je fais attention à la sécurité des gens. Avec, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, des focus sur la partie contamination Covid. Il y avait des remarques aussi, c'est que, attention, ce n'est pas parce que la loi dispense, il faut aussi veiller à éventuellement des mesures particulières en fonction de son territoire, de la situation sanitaire qui existe dans son territoire et la réglementation que le préfet peut mettre en vigueur. Il peut y avoir des endroits où finalement on va finir, là en ce moment on en parle aussi en Belgique ou en Allemagne ou ailleurs, enfin, je ne sais plus trop, mais on peut interdire certains rassemblements ou un nombre de personnes, voilà, on va dire, on ne peut pas être plus que 10 chez soi. Il y a des endroits où ça existe, donc il faut être attentif à ce que le préfet peut imposer en plus si le virus circule beaucoup dans son territoire. Donc, il y a la règle générale et ensuite, il y a aussi l'application très particulière à son territoire en fonction des règles de la préfecture. Hein, on l'a vu aussi cet été sur les plages, par exemple. Il y avait des règles particulières sur les promenades le long des plages. Voilà. Donc, attention à tout ça. Donc, de manière générale, reprenons le texte dans sa globalité. Ce qui est clairement affiché, c'est attention au lieu et en fonction des activités. Et voilà, donc là, je pense qu'on peut être sur la page suivante. Notamment parce que les activités, c'est tout ce qui va être réunion, les CA, les AG, qui ne sont pas considérés comme ni du sportif, ni du culturel, ni du ludique, ni du festif en tant que tel, en tant que réunion statutaire, ou réunion justement débat politique. Hein. Marion tout à l'heure a parlé aussi de toute la partie action citoyenne, plutôt débat aussi. Là, on va être dans toutes les activités liées aux élections. Les débats ne sont pas du ludique, du festif en tant que tel. Donc, n'entrent pas dans le champ de l'obligation du pass sanitaire en tant que type d'activité. Après, il peut y avoir les lieux qui imposent. Mais en tout cas, le type d'activité n'impose pas. Donc, alors c'est là où il y a des débats, hein, parce que est-ce que le type d'activité n'impose pas? Ça, c'est très clair. L'interprétation, elle a été reconfirmée, hein, je crois que c'est autour de Marion, mais ça a été reconfirmé. Voilà, le type d'activité n'entre pas dans le champ du pass sanitaire. La limite, c'est quand même cette liberté d'expression et de réunion pour permettre aux citoyens de débattre. Ça, c'est possible, ou de faire vivre ces associations. Puisque je rappelle aussi qu'il n'y a plus la possibilité de faire des réunions à distance, hors texte statutaire qui le prévoit. Aujourd'hui, les réunions, elles doivent être physiques, sauf si vous avez modifié vos statuts. Donc, ça, c'est bien clair. Alors après, il y a la question des lieux. Hein. Est-ce que si j'organise mon AG dans un lieu qui normalement est soumis au pass sanitaire, est-ce que je dois quand même être soumis au pass sanitaire? Et c'est là où il y a eu des débats. Nous, les textes, moi, j'aurais tendance à dire, bah oui, on met le pass sanitaire. Et en fait, dans les débats avec le ministère, hein, je parle tout au contrôle Marion, tu peux peut-être me dire. Oui, en fait, l'idée, c'est de se dire que dans un lieu qui est soumis au pass sanitaire, l'organisateur, enfin celui qui détient l'équipement peut demander le pass sanitaire, donc ce qui met en contradiction en fait le fait de pouvoir organiser ce type d'activité sans le pass. Donc la réponse qui est faite au niveau national, en tout cas, c'est le fait d'organiser un cheminement spécifique au sein de l'ERP concerné pour que les personnes qui accèdent à cette réunion, cette AG, par exemple, cette réunion d'instance, puissent y accéder sans présenter leur passe sanitaire. Mais ce qui
peut être complexe à mettre en œuvre dans la réalité, c'est certain. Donc, dans le choix du lieu et dans la discussion avec l'organisateur, c'est quelque chose à prendre en compte, puisqu'il y a à la fois sur le fond le type d'activité qui n'est pas concerné, mais sur la forme, le type de lieu peut amener un certain nombre de contraintes qu'il faut anticiper dans le cadre de l'organisation de ce type de réunion. Voilà, donc très concrètement. Je me permets, Cécile, peut-être. Ah, oula, on est tous. Oui, pardon, mais j'en profitais, non, juste de commenter sur le cas très précis. Un organisateur, donc. Alors, moi, j'ai un message, ma connexion est instable. Je coupe la caméra sur le son. Très souvent, un lieu va appartenir à la collectivité. Elle le met à disposition à des associations qui vont organiser, que ce soit une AG ou autre format de réunion d'activité. Et beaucoup, dans les questions-réponses, s'interrogent sur, dans ce cas-là, qui doit organiser le contrôle de passe sanitaire. Et dans l'hypothèse où et cette responsabilité est confiée à l'association, si elle fait mal son travail, est-ce que ça peut remettre en jeu la responsabilité de la mairie qui aurait prêté le lieu si elle n'est pas assurée que l'association utilisatrice a bien fait les choses? Donc on est toujours dans des cas un petit peu compliqués où les choses s'imbriquent. Je voulais juste, pardon, parce que je trouve ce qu'explique Cécile, et notamment la modalité du double raisonnement qu'elle propose, je le trouve très intéressant et très simplificateur. Savoir, première question, typologie d'activité, oui, non. Deuxième question, lieu de l'activité, oui, non. Prenons un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé des accueils collectifs de mineurs et colonies de vacances. Prenons l'exemple des écoles, d'un collège. On sait que le pass sanitaire n'est pas applicable dans l'éducation. Ce qui est applicable, en revanche, c'est ce qu'évoquait Cécile, c'est le port du masque, etc. Alors, il n'y a plus de différence de territoire. Il y en a eu, puis il n'y en a plus. Mais prenons l'exemple d'un collège, pas le primaire, parce que vous savez que le pass sanitaire, c'est plus de 12 ans. Donc, en dessus de 12 ans, non. Mais prenons l'exemple d'un collège. Lorsque les enfants vont faire l'activité, le type d'activité éducative dans le collège, il n'y a pas de soumission au pass sanitaire. Mais en revanche, le collège qui souhaite emmener ses enfants une semaine en classe verte ou classe de découverte ou en Angleterre ou je ne sais où, et qui va prendre le TGV, par exemple, prendre le TGV aujourd'hui, le lieu où on va faire l'activité voyage, lui, est soumis à pass sanitaire. Donc, ça veut dire, premier raisonnement, type d'activité pour un collège, non pass sanitaire. En revanche, quand je commence à mettre en place d'autres activités que la mienne, auxquelles je fais participer les enfants, je me pose la question, est-ce que là où je vais avec mes enfants, il y a le pass sanitaire? TGV, oui. Voilà, c'était pour illustrer un peu. Et je pense que ce raisonnement que propose Cécile, en 2 temps, il décante une grande partie des questions déjà. Ouais, alors après, je vois que les questions n'arrêtent pas d'affluer et donc on va avoir du mal. Alors Paul, je vais essayer de me souvenir de… en fait, c'est vraiment… il y a cette question de la peur aussi de qui est responsable derrière. Comment je fais ou pas bien mon travail, ou qui va bien faire son travail. En fait, évidemment, la chaîne globale d'une activité, elle implique pluri-acteurs. Donc, les gens de la mairie pour la partie locale municipale et puis les gens de l'association pour la partie activité. Donc, en fait, quand est-ce qu'au bout du compte, au bout du bout, on dit qui est responsable de quoi? Je sais bien que il faut revenir à tout le propos de Philippe au départ. Et la réponse, elle est déjà, est-ce que j'ai une victime qui est capable de démontrer qu'elle est vraiment victime et qu'elle va être capable de démontrer qu'il y a un lien de causalité avec ce qui s'est passé sur place. Et ce qui s'est passé sur place, c'est vis-à-vis de qui? Parce que si je dis c'est l'association qui est responsable, à quel moment? Alors que la mairie aura fait son accueil, aura fait son filtre à l'entrée, aura donné les informations. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse absolue. En fait, c'est à chacun d'essayer de faire le mieux possible en fonction de sa propre contrainte, de sa posture, de là où il se situe. En tant que mairie, mon travail, c'est déjà d'assurer le lieu, de vérifier la sécurité du lieu, etc., de mettre en place mon accueil, d'alerter, de faire quand même un peu le tri à qui je mets à disposition, qui sont les bénéficiaires de mes salles,
de demander aussi des assureurs à ceux qui occupent les salles, de donner, d'exiger, on va dire, ou de dire, vous devez respecter la réglementation, vous devez mettre en place tel ou tel… Et puis après, il y a une… Voilà, ce n'est pas à la mairie d'aller… Enfin, on n'est pas flic, quoi. Le contrôle de la loi, ça appartient aux autorités judiciaires, aux autorités de police qui ont ça dans leur fonction. On n'est pas tous des policiers. Donc, on a tous à savoir ce qui relève de notre responsabilité, c'est-à-dire si je suis organisatrice d'activité, c'est mon association, c'est moi qui dois savoir ce que je dois faire, et je fais au mieux pour mettre en place. Mais après, voilà, il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas le droit de faire. Par exemple, pour le pass sanitaire, je n'ai pas le droit d'aller contrôler l'identité des gens. Quand la personne, elle me montre son pass, ça fait vert, il n'est pas vérifié si le nom qui est inscrit sur le papier, c'est bien le bon nom de la personne physique qui est en face de moi. Ça, c'est le travail des policiers de contrôle d'identité, ce n'est pas le travail des gens de l'accueil d'une mairie ou des bénévoles d'une association. Donc, et là, stop. Donc, voilà. Donc là, le qui est responsable de quoi ou quel est le danger, il faut se poser. Mais c'est vrai pour le pass sanitaire comme pour n'importe quelle autre association, activité d'association, refaites-le bien. Posez-vous. Voilà, je dois organiser mon AG, je dois organiser ma sortie scolaire ou ma sortie. Il y en a un qui a dit je veux aller faire un pique-nique dans un bus. Comment je gère? Ben déjà, moi, voilà, il y a le choix du bus, faire monter les gens dans le bus. Là, voilà, on est dans du transport. Là, on n'est pas seulement dans je serai dehors pour faire mon pique-nique. Donc, j'organise une activité, je dois découper un peu les différents éléments pour vérifier à chaque élément de mon activité qu'est-ce qui va s'appliquer à cet élément-là, qu'est-ce que je mets en place pour prémunir, pour éviter toute difficulté et pour respecter la loi telle que j'arrive à la connaître, appréhender et faire de mon mieux pour l'appliquer. Voilà. J'espère que je réponds à peu près à la problématique, sinon on y reviendra. Dans ce contexte de pass sanitaire, ouais, on se dit parfois, qui peut le plus, peut le moins, je vais être très précautionneux. Moi, je ne comprends rien à cette réglementation, c'est vraiment du fouillis. Je vais mettre en place le pass sanitaire, quoi qu'il arrive. Comme ça, je suis sûre d'être bien. Eh bien non, ce coup-ci, non. Parce que le pass sanitaire, ça met quand même en jeu quelque chose qui a trait à la liberté des personnes, liberté d'aller et venir, et c'est quand même des grandes libertés aussi qui sont garanties dans notre droit, liberté de se réunir, liberté, etc., d'activité. Donc, l'obligation du pass sanitaire, elle est limitée. Je ne peux pas le mettre en place si je ne suis pas dans la case. Et finalement, la réglementation, j'ai envie de dire, c'est presque… il vaut mieux… Enfin, bon, il ne faudrait pas partir trop vite sur le terrain, mais presque, il vaut mieux s'abstenir de mettre le pass que d'en faire trop. Parce que la réglementation est plus ferme, plus sévère si je contrôle l'accès et je mets du pass sanitaire alors que je ne suis pas dans la case. Là, il y a une sanction pénale qui est directe, alors que quand j'oublie ou que je ne fais pas bien mon histoire de contrôle d'accès pass sanitaire, évidemment, dans des situations pas de mauvaise foi absolue, mais si j'ai du mal à savoir dans quel cas je suis, comme notre ami de la Réunion dans le film, eh bien, je ne vais pas être tout de suite… Enfin, j'ai d'abord un processus, on va le voir juste après, de mise en demeure. Voilà, je peux avoir une sorte de rappel à la loi. Là, en fait, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc, on a plein d'exemples très pratico-pratiques où des gens essayent de faire des choses, mais là, il ne faut pas avoir trop de zèle, en fait. C'est ça qui est… Parce que derrière, c'est quand même des libertés importantes. Donc, pas de passe sanitaire si je ne suis pas dans la bonne case. Donc, d'abord, j'identifie la case dans laquelle je pense être pour mettre en place le passe sanitaire. Si je n'identifie pas cette case, je ne le fais pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, comment contrôler le pass? Ça, il n'y a pas photo, on télécharge, il n'y a pas 50 façons de faire. Hein. On télécharge l'application, tous anti-Covid vérif. Ça peut être sur un téléphone dédié à l'association ou sur un téléphone personnel, puisque ce qui est dit, c'est que ça n'est pas enregistré. Les données, il y a une connexion pour que quand je flash un QR code, le vert s'affiche. Mais il n'y a pas… Et j'ai des stats, ouais, j'ai vérifié, il paraît qu'il y a vraiment des statistiques du nombre de flash.
de scans réalisés. C'est des statistiques, ce qui peut démontrer justement qu'on a bien mis en place la mécanique de contrôle, mais je n'ai pas, je n'ai pas d'identification des personnes qui sont enregistrées. Et je n'ai pas à demander le schéma, en fait, l'explication du pourquoi mon QR code est vert. Ça, j'ai entendu des pratiques, en fait. En tant qu'association organisateur, j'ai un contrôle de l'accès à mes activités ou à mon lieu, mais je n'ai pas à vérifier pourquoi la personne est verte. Et c'est ça qui pose le problème aussi dans les nombres de jours. Quand je fais des séjours ou que je fais des activités qui durent plusieurs jours, est-ce qu'il faut que je redemande le pass chaque matin? En fait, oui. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi la personne est verte. Et elle peut être verte parce qu'elle a fait un test il y a 2 jours, qui fait que c'était un test négatif il y a 2 jours. Je ne sais pas. Peut-être elle est vaccinée et ça dure 6 mois. Peut-être elle est en convalescence et ça dure aussi. Mais peut-être que c'est simplement, elle a fait un test. Et si elle a fait un test, excusez-moi pour le contre-jour, si elle a fait un test, je sais pas, je ne peux pas savoir pour combien de temps ça dure. Donc, tous les matins, c'est l'accès à la salle. Je rentre dans la salle. Voilà. Donc, je participe à l'activité. Donc, pour moi, la mise en œuvre du contrôle de l'accès, c'est répété. Et pour les associations, pour les organisateurs, il faut avoir un registre des gens, enfin, il faut pouvoir expliquer comment j'ai nommé, comment j'ai identifié les gens qui vont avoir cette mission de contrôle du pass sanitaire. Ce sont des bénévoles, c'est le responsable, c'est avec tel créneau horaire, etc. Il faut que j'ai une espèce de feuille d'organisation avec, voilà, il faut que je puisse justifier de mon organisation pour faire le contrôle. Voilà, c'est ça le contexte de la réglementation. Mais j'ai pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre manière de faire que d'utiliser le scan. Enfin, voilà, je laisse mes amis réagir aussi à ça. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, le contrôle du pass, qui peut effectuer le contrôle. Donc, ça, c'est la slide suivante. Qui peut effectuer le contrôle? Je l'ai un peu dit, ça peut être un bénévole, ça peut être… en fait, c'est une personne qui doit être habilitée par l'organisateur, par celui qui est soumis à l'obligation. Donc, ça peut être un bénévole ou un salarié, mais normalement, je dois pouvoir présenter aux autorités un registre qui liste… les personnes habilitées, comment je me suis organisée. Donc, je fais une réunion de bureau, je fais une réunion de CA, je fais une réunion de l'équipe responsable du festival et j'indique comment ça se passe avec le nom des gens. Voilà, ça peut être un salarié et le smartphone personnel ou un smartphone de l'association. Alors, s'ils sont personnels, évidemment, il y a toute la problématique après. Je ne vais pas aller chercher toutes les preuves de tout. Bon, ce qui compte, c'est de montrer déjà qu'on a mis en place les choses. Hein. C'est une obligation aussi là de pouvoir montrer aux autorités, si vous êtes contrôlé, que vous faites du mieux que vous pouvez. Alors, après, il y a toute la question de l'interprétation. Et pour faire une synthèse, après on va reprendre les questions les unes après les autres, peut-être ça sera plus vivant aussi. Donc la question de, en fait, dans le jeu, ouais Marie, tu pouvais laisser la page 20. La question des, vraiment, qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce qui fait peur, en fait, c'est vraiment la question de comment je me situe en tant qu'organisateur, en tant qu'association, en tant que dirigeant d'association, en tant que gestionnaire d'un équipement, en tant que directeur aussi. Oui, il y a toute la question des salariés, j'ai vu, il y en a plein. Comment je me situe en tant que organisateur ou gestionnaire face à une réglementation. Donc, je peux mettre en jeu ma responsabilité civile vis-à-vis de personnes qui seraient susceptibles d'être victimes. Donc ça, c'est tout l'écho avec ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Donc, les enjeux, c'est quand même des enjeux financiers sur l'indemnisation des préjudices subis. Donc, il y a des assurances pour un certain nombre de choses. Et puis, il y a surtout mettre en place les moyens qui limitent autant que possible ma responsabilité. Et puis, il y a la partie pénale qui relève des sanctions pénales qui peuvent être définies par les textes, par la loi et les règlements, qui peuvent être mises en œuvre aussi par les autorités judiciaires et de police. Et là, il y a des responsabilités pénales, hein, il y a
un peu le bâton que l'administration, que le gouvernement nous impose pour essayer de contraindre, il ne faut pas se leurrer, à la mise en place de la réglementation. Donc là, vous avez une slide qui rappelle un peu le pénal. Voilà, donc comment ça se passe? Qu'est-ce que je risque en fait au niveau pénal dans cette réglementation? D'abord, là, il y a quand même un droit à ne pas être au clair sur la mise en place de la réglementation, puisque les premières choses que normalement l'administration, les autorités publiques devront faire, c'est une mise en demeure. C'est déjà de nous dire, attention, là, vous n'êtes pas dans les clous, vous ne faites pas de ce qu'il faut, donc, ce qui permet de corriger. Il peut y avoir une fermeture administrative, ça c'est spécifique. On n'est pas sur l'ordre du pénal, on est sur la sanction finalement où on empêche nos activités, mais il faut quand même, ça va pour un maximum de 7 jours. Voilà, c'est une façon de dire aussi, en gros, vous n'avez pas répondu à nos mises en demeure, vous persistez dans votre situation, là, on va fermer vos activités, mais c'est surtout après, voilà, le risque de sanction pénale, il est si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d'une période de 45 jours. Donc là, c'est vraiment qu'on s'obstine véritablement dans une opposition, et là, il peut y avoir la sanction pénale. Voilà. Et la sanction, ce qui est toujours dans les textes, c'est le maximum encouru, 1 an d'emprisonnement, 9 000 € d'amende. Alors, 9 000 € d'amende, voilà, il peut y avoir des histoires d'amende forfaitaire. Donc, ça, c'est les amendes, c'est les sanctions pénales. On fait le chèque au Trésor public. Et là, il n'y a pas d'assurance sur le pénal. Ce n'est pas l'assureur qui va en prison à la place de celui qui commet l'infraction. N'est-ce pas, Philippe? Je vous confirme. Donc... C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on nous l'interdit. Voilà. Le code des assurances ne nous le permet pas. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir là dans la partie passe sanitaire, c'est qu'il y a quand même une espèce quand même de conscience qu'à un moment donné, c'est compliqué et qu'il faut pouvoir accompagner aussi les organisateurs pour la mise en place du système. Ce qui permet d'avoir, voilà, quand est-ce que je sais si je suis dans un événement, si je suis ludique, si je suis festif, je fais ma réunion d'AG, mais j'organise après un petit peu convivial, est-ce que c'est du festif? Voilà. Donc ça, on sait bien que c'est toutes ces questions-là, on va les reprendre peut-être une après l'autre, si ça vous va. Et en attendant, je vais essayer de mettre un petit volet pour qu'il y ait moins de contre-jour. Alors justement, sur les questions, si je peux me permettre, j'en avais noté 2. Alors, il y en a une qui était on ne peut plus pragmatique, c'est Olivier, je crois, qui disait, il y a un petit moment, parce que c'était au moment de l'obligation vaccinale et passe, on est au courant de la différence. Tant mieux, tout le monde ne l'est pas, c'est pour ça qu'on a préféré faire cette précision. Et il disait, ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment je fais avec un adhérent qui n'a pas le pass. Alors, peut-être que maintenant, vous avez la réponse par rapport à tout ce qu'on a dit, mais cette question, elle est intéressante parce que d'abord, elle est très pratique, puis elle fait écho à la fois à la problématique de la réglementation et à la problématique des responsabilités. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez fait cette double analyse, est-ce que mon activité est soumise au pass sanitaire, oui ou non? Sinon, est-ce que le lieu où je la mets en œuvre est soumis au pass sanitaire? Si c'est oui à l'une ou l'autre, vous êtes soumis au pass sanitaire. Si vous avez un participant à l'activité, qui soit adhérent ou pas d'ailleurs, ça peut simplement un membre du public qui vient assister à vos activités, si c'est une représentation théâtrale ou je ne sais quoi. Et si vous contrôlez le pass et qu'il flash rouge, si vous le laissez rentrer, ça veut dire qu'il n'a pas son pass à jour, ou il n'est pas vacciné, ou il n'a pas de test PCR valide. Le simple fait de le laisser rentrer, en matière de responsabilité, ça constitue une faute. Alors, restera à savoir si les 2 autres éléments pourront être prouvés par une éventuelle victime. Est-ce qu'il y a bien un dommage? Est-ce qu'il y a bien un lien de causalité entre le fait que vous ayez laissé rentrer quelqu'un qui avait un pass sanitaire rouge et l'éventuel dommage dont on vous estime responsable? Pour autant, le simple fait de le laisser rentrer est constitutif d'une faute. Alors après, il faut prendre ses responsabilités, mais le mieux, c'est de ne pas le laisser rentrer, tout simplement. Parce que s'il flash rouge, ça veut dire que le pass n'est pas à jour. Et si vous êtes soumis au pass sanitaire, logiquement, vous devez lui interdire l'entrée. Alors, je sais que ce n'est pas facile. C'est facile de le dire, c'est beaucoup moins facile de le faire. Pour autant, voilà, question très pratique. J'espère réponse très pratique. Et rapidement, l'autre question, ça concernait les assurances. Qu'est-ce qui se passe à la Maïf? Mais d'une manière plus générale, le lien assurance et Covid. Alors là aussi, il faut faire attention parce que sur le sujet assurance et le sujet Covid, il y a plusieurs champs. Il y a aujourd'hui des typologies de risques qu'aucun assureur n'assure plus et n'assurera plus.
C'est par exemple la notion de perte d'exploitation sur tout ce qui est fermeture administrative, comme on a pu en connaître pendant le confinement. Ça, aujourd'hui, c'est plus assuré par personne parce qu'on estime qu'il y a quasiment plus d'aléas. En revanche, le sujet qu'on évoquait là, le respect, non-respect des règles avec derrière des potentielles responsabilités, regardez dans votre contrat comment se positionne votre assureur. Est-ce que si la responsabilité de mon association est recherchée, parce que voilà, j'ai flashé un rouge et j'ai laissé rentrer quand même, et derrière il y a eu un cluster, et comme il a prouvé que j'avais laissé rentrer un rouge, il prouve une faute et on recherche ma responsabilité, est-ce que mon assureur va m'accompagner dans ma défense? Et si j'étais condamné, est-ce que mon assureur va garantir ma responsabilité civile? Regardez ce point-là dans vos contrats d'assurance, parce qu'aujourd'hui, tous les assureurs n'ont pas la même position. La personne posait la question pour la Maïf, moi je vous réponds pour la Maïf. Aujourd'hui, la responsabilité d'une asso qui serait mise en cause sur un problème de contraction de virus lors d'une manifestation, elle reste garantie. Il y a un sous-plafond, mais qui est à 2 millions d'euros, je crois. Donc, il y a de quoi faire, hein, largement. Alors, chez nous, oui, ça ne veut pas dire que parce que nous, on le fait, tout le monde le fait. Donc, soyez vigilants à cela. Interrogez votre assureur, appelez-le, il vous répondra. Voilà. Peut-être sur les questions, et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait pas mal de questions sur l'adéquation lieu-type d'activité. Donc, peut-être qu'on peut s'essayer à faire un pack de réponses, mais en tout cas, il y avait des questions sur, par exemple, si j'ouvre mon habitation au public en diffusant des flyers sur une activité qui va avoir lieu chez moi, mais au contraire, si je privatise un cinéma et que du coup, j'ai des gens qui viennent par invitation. Donc, c'est cette typologie de lieu par rapport au premier fil qui est donné. Si je fais des activités en extérieur, et aussi la question de la jauge, la fameuse jauge qui a été mise en place cet été à plus de 50 personnes, est-elle encore applicable? Enfin, toute cette partie-là. Et sur le type d'activité, il y a eu des questions sur je suis une association de soutien à la parentalité, est-ce que je suis soumise au pass? Je suis un centre social, est-ce que je suis soumise au pass? Donc peut-être juste si Cécile et Philippe, vous pouvez faire un rappel de cette catégorisation-là, même si on l'a déjà évoqué, et où est-ce que je peux trouver les informations sur ces… Alors, ouais, les informations, elles sont très clairement soit dans la loi du 31 mai 2021 modifiée, hein, soit dans le décret du 1er juin modifié. Donc ça, alors, nous, au cabinet, on a un blog Cabinet Avocat, et sur le blog, il y a un article passe ou pas passe, enfin, est-ce que je dois mettre le passe, et on essaie de le mettre à jour là, avec les textes, c'est sous forme de questions-réponses, et vous avez le lien sur la loi. C'est peut-être le plus simple. Sinon, je vais essayer de vous le mettre dans la discussion, là, vite fait, le lien au moins sur les deux textes principaux, la loi du 31 mai et le décret du 1er juin. Alors après, ce n'est pas pour ça que c'est hyper simple de trouver des réponses concrètes à tout. Alors, ce qui est lieu privé, c'est très clair. C'est chez moi, ça ne s'applique pas. C'est les locaux à usage d'habitation. Hein. Le texte parle des locaux à l'exception des locaux à usage d'habitation. Donc là où je vis, c'est un local à usage d'habitation. Même si j'ouvre ma porte, en gros, je fais un peu ce que je veux chez moi. Sous réserve quand même de réglementation préfectorale particulière sur des histoires de… Il y a un moment donné, vous assumez aussi toute votre responsabilité si vous mettez 150 personnes dans votre salon qui peut retenir que 15 personnes. Hein. Parce que là, évidemment, la proximité, la distanciation sociale, tout ça, vous ne faites pas. Donc, la preuve qu'éventuellement, vous avez organisé une activité totalement risquée et qui a contaminé. Voilà. Et après, c'est toute la problématique de preuve dont tu as parlé. Mais c'est chez vous, local d'habitation, pas de réglementation sur le pass sanitaire. Là, je pense que c'est clair. Alors après, ce qui est sur la voie publique, c'est-à-dire que ça peut être à l'extérieur, dans des lieux ouverts au public. Là, ça peut être des parcs, par exemple. Il y a beaucoup de… finalement, c'est ce qu'on va faire, je sais pas, les journées d'association, moi j'ai vu, qui sont sur une place publique, mais déjà, c'est encadré, l'accès reste encadré, avec barrières et tout ça, parce qu'on est aussi en plan Vigipirate, je ne sais plus combien, écarlate, ou je ne sais plus quoi. Donc, de toute façon, dès lors qu'on fait une occupation du lieu public,
il y a un certain nombre de réglementations qui s'appliquent aussi sur le fait d'occuper pour une activité particulière le lieu public. Alors, je me regroupe avec quelques amis sur un trottoir, je n'ai pas besoin de déclaration à la préfecture, etc. Mais si je fais un village de Noël ou je ne sais pas quoi, nécessairement, j'ai fait des tas de démarches pour déjà être autorisée à les faire. Et là, non seulement j'ai la problématique Covid, mais j'ai aussi surtout la problématique Vigipirate. Donc, ça sera forcément filtré à l'entrée. Donc, si c'est filtré à l'entrée, lieu ouvert au public, passe sanitaire. Et si je suis à l'extérieur et je fais une sortie avec une trentaine de personnes avec mon association, une sortie en forêt pour découvrir les champignons, par exemple. Et ben ça, est-ce que c'est… Alors, est-ce que c'est culturel, sportif, ludique? Voilà, là, on est sur le type d'activité. Le lieu. Donc, on a passé le lieu, mais voilà, le lieu. Il faut analyser le type d'activité. Voilà, il y a bien les deux. Donc, soit c'est mon activité, je commence par ça, là, puisque c'est… Alors, est-ce que c'est sportif, culturel, bon, ça, festif, hein, je ne sais pas, peut-être les trois à la fois, sûrement. Mais moi, ça rentre dedans, quoi. Il y a un cas qui nous a été présenté, mais qui, je pense, peut concerner beaucoup d'assauts qui transportent des personnes. Là, on vient de dire à l'instant à l'extérieur ce qu'il en est dans un lieu public. Si chacun s'y rend par ses propres moyens, bon, ben, chacun est dans le cadre privé. Mais si l'association prend un bus pour transporter 20 ou 30 personnes et qu'il y a juste cet espace, ce temps de trajet dans le bus qui est, on va dire, fermé, et puis après, c'est en plein air. Que faut-il appliquer? Le bus, alors très honnêtement, les bus, si c'est un bus public, aujourd'hui, il n'y a pas de passe sanitaire, mais il y a un masque. On est bien d'accord, quand on rentre dans le métro et dans son bus, on ne sort pas son passe sanitaire. Voilà, hein, donc si c'est un bus public, par contre, si c'est un bus privé, non, je ne crois pas qu'on ait le pass sanitaire quand même dans les transports. Je ne sais pas. J'avoue qu'il faudrait revérifier dans les textes pour être sûr qu'il n'y a pas cette case-là. Mais au moins le masque, ça c'est sûr. Ouais, le cas un peu similaire, Paul et Cécile. Moi, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et puis alors là, dans le mouvement associatif, c'est très présent. Notamment dans le milieu sportif, mais pas que. Hein. Vous savez, c'est les matchs du samedi où c'est les parents qui remplissent les voitures avec les enfants pour les emmener sur les lieux. On nous a dit, mais là, alors là, si on reprend ce double raisonnement, l'activité en question n'est pas soumise au pass sanitaire, c'est pas un transport type SNCF, longue distance, etc. Donc il y a pas, c'est un truc privé, pas de pass sanitaire. En revanche, dans les obligations bon père de famille que j'évoquais tout à l'heure, étant donné qu'on va être dans une voiture, donc un espace restreint, peut-être falloir prendre dans les fameux moyens à mettre en œuvre, effectivement, comme disait Cécile, on se lave les mains au gel avant, on met le masque dans la voiture, etc. etc. J'ai vu passer une question, puis je l'avais vu aussi dans les questions qui nous avaient été envoyées avant, sur les lieux touristiques, puis on en avait parlé entre nous, les hôtels, j'avais une assoce dans les questions sur l'hébergement, les campings, etc. Mais c'est pareil, ça illustre bien ce double raisonnement. Je vais dans un hôtel, je vais dans un camping. Si pour l'accès à ma toile de tente, à ma caravane ou pour l'accès à ma chambre, il n'y a pas de passe sanitaire. Par contre, si dans le même hôtel, dans le même camping, je vais accéder à un lieu de restauration ou à la piscine où on organise un spectacle, etc., là, c'est le lieu qui va être soumis au pass sanitaire au sein d'un lieu général où il peut y avoir une non-soumission au pass sanitaire. Je vais à ma chambre, on ne va rien me demander. Par contre, quand je sors de ma chambre, je vais à la piscine ou je vais au restaurant du camping ou de l'hôtel, on va me demander mon pass. Alors, il y avait aussi les questions liées aux salariés. Il y a plein de questions, il y avait plusieurs questions liées à la problématique vis-à-vis des salariés. Alors, l'obligation en tant qu'employeur, évidemment, elle est un petit peu différente vis-à-vis de ses salariés que vis-à-vis du public en général. Donc, d'abord, sauf si je suis dans le cadre du médico-social, sanitaire, médico-social, où là, il y a une obligation vaccinale, un salarié n'a pas une obligation vaccinale. Voilà. Hein, un salarié lambda, dans une association sportive, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les salariés. En revanche, puisqu'ils travaillent dans le cadre d'une activité
qui est soumise au pass sanitaire, l'activité et le lieu et où, en fonction des circonstances, le salarié, il est comme les autres. Ça, pour le coup, la loi, elle est claire. Hein, elle dit, quand on est soumis au pass sanitaire, c'est tout type de personnes, les participants, les adhérents. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des cas où on disait, non, quand c'est des adhérents, il n'y aurait pas besoin. Moi, le texte, j'ai pas vu ça. Hein. Alors, bon, c'est toujours la question de la marge d'interprétation. Si à un moment donné, la préfecture vous dit, vous n'avez pas besoin, vous appuyez sur ce que vous dit la préfecture. Vous êtes de bonne foi. En revanche, quand vous avez un doute, normalement, pour moi, des textes, c'est quels que soient les participants et évidemment, un club sportif, il donne ses activités sportives à ses adhérents, mais il est quand même soumis à l'obligation du pass sanitaire, même si ce sont ses adhérents. Les adhérents, les participants, voilà, et les profs aussi. Donc là, il faut un pass sanitaire. Et le pass sanitaire, je le flash à chaque fois. Donc, si la personne n'est pas vaccinée, très bien, elle se fait des tests et elle peut être verte et elle fait des tests. C'est ça, voilà. Elle présente un pass vert. Je ne suis pas obligée de lui dire tu dois être vacciné si elle n'est pas un soignant. Voilà, ouais, et les gens soumis à l'obligation vaccinale. Je pense que c'est important de le rappeler, de redire ce que vous avez déjà dit. Déjà, c'est le motif importe peu. Nous, notre seule responsabilité, c'est que les gens soient verts. Oui. Quel que soit le motif, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur et si la personne de plus de 65 ans n'a pas pris sa troisième dose. Exactement. Parce que déjà, l'analyse est complexe sur la question du lieu et du type d'activité. Si vous entrez dans le motif pour lequel la personne n'a pas son pass, ça va devenir très complexe. Donc, dans votre tête et dans votre esprit, déjà de faire ce contrôle et que les personnes qui rentrent soient vertes, c'est votre responsabilité. Je parle sous le contrôle de Philippe et Cécile. Oui, moi je suis d'accord. Mais je pense que c'est important de se mettre cette borne mentale parce qu'autrement, on peut déborder, la tête on peut avoir très mal à la tête. C'est surtout, Marion, je suis d'autant plus d'accord que c'est qu'il n'y a pas le droit d'aller voir pourquoi c'est vert. D'ailleurs, je le dis en passant, je l'avais dit au Palais des Congrès, c'est utiliser l'application. Parce que moi, ça m'est arrivé personnellement où on m'a demandé mon pass. Moi, je suis vacciné, je monte le pass tous anti-Covid. Et où on m'a dit, ah maintenant, c'est pas le QR code qui m'intéresse parce qu'en fait, il flashait pas. Il voulait voir, quand on tape un coup sur l'application, là apparaît dessous les dates de vaccination, etc. Et là, on sait pourquoi le pass est vert ou pas. Ça, il ne faut pas le faire. Hein. C'est-à-dire qu'on flash le QR code, il est vert ou il est rouge. N'allez surtout pas demander pourquoi il est vert ou pourquoi il est rouge. Voilà, ça. Et alors, le contrôle d'identité, c'est non. J'ai vu qu'il y avait des échanges aussi. Ça affiche l'âge. C'est pas votre problème. Voilà. Bleu, c'est vert, c'est vert. Voilà. Par contre, quand c'est rouge, je rejoins ce qu'avait dit Philippe, il vaut mieux faire en sorte que la personne ne rentre pas. Ou alors après, il y en a qui disent, si c'est rouge, tu passes dans la case, va donc faire un test. Parce qu'il y en a qui mettent en place des organisations et puis voilà, va faire un test et la personne peut rentrer après éventuellement un test. Donc sur les salariés… On va être obligé de prendre vraiment deux dernières questions pour tenir le temps, parce que je vois qu'il est 10h28. Donc peut-être… Alors, il y avait la question sur la parentalité. Pour moi, soit la parentalité, c'est du médico-social. Enfin, je ne sais pas trop. Le soutien à la parentalité, il me semble, mais ça, je parle sous votre contrôle, que c'est en termes de type d'activité, c'est exclu. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, à vérifier, en fait. Pour la parentalité, désolé, mais il faut vraiment vérifier. Et puis, les centres sociaux, c'est pareil. Oui, ils sont en tout cas, il y a une exemption pour les centres sociaux. Ça, normalement, les réseaux nationaux qui vivent même sur ces champs-là doivent pouvoir vous répondre assez clairement sur comment ça s'applique dans notre réseau d'activité. Mais peut-être que c'est ça aussi, parce qu'il y a eu énormément de questions et comme on arrive quasiment au bout de notre temps, là, on a donné un cadre et des éléments d'information, mais c'est très important et très utile en fait d'avoir un lien avec les acteurs de l'accompagnement au niveau local
sur ces questions-là, qu'ils soient les maisons des associations, les têtes de réseau associatives, mais aussi les services de l'État au niveau des directions départementales jeunesse et vie associative, parce que c'est des gens en fait, qui ont une lecture et qui peuvent vous orienter par rapport à la réglementation au niveau national. Mais comme l'a dit Cécile, il y a aussi des décisions préfectorales qui peuvent être mises en place et qui imposent d'autres choses. Donc, d'avoir une préanalyse en interne des éléments et de se retourner vers ces personnes pour avoir plus d'informations. Parce que la typologie des cas de figure est aussi large que la typologie des ERP. Donc, il y avait plein de questions là-dessus. Donc, c'est en 1h30, c'est un petit challenge. C'est pour ça que je vous incite peut-être à regarder tranquillement ce support, à regarder les éléments du blog de Camino Avocat, mais aussi le site du asso.gouv.fr qui donne des éléments très détaillés. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce premier travail d'investigation, de surtout ne pas hésiter à vous orienter vers les acteurs de l'accompagnement au niveau territorial. Et par ailleurs, de ne pas hésiter à faire remonter, que ce soit au niveau du RNMA ou du mouvement associatif ou de tout type d'acteurs, un certain nombre de difficultés et de blocages qui pourraient intervenir une fois que vous avez fait cette analyse. Parce que si ce problème devient récurrent, nous, on peut aussi le faire remonter pour pouvoir essayer de faciliter les choses. Voilà, Marie, je te laisse peut-être la parole pour le mot de la fin. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vois bien qu'il y a eu énormément de questions, on n'a pas pu répondre à tout. Et puis, de toute façon, il y a des moments où il n'y a pas de réponse tranchée, hein, comme on l'a vu. Mais on va essayer de regarder un petit peu et s'il faut, d'apporter des réponses par la suite qu'on vous transmettra par mail. Merci Cécile, merci Marion, merci Philippe et merci Paul pour ce temps de webinaire très enrichissant. Voilà, j'espère que ça aura répondu en tout cas ou éclairé à certaines des questions de nos participants. Et n'hésitez pas en tout cas, en effet, à saisir le RNMA ou alors les mouvements associatifs, les têtes de réseau, si vous avez en effet des questions ou des difficultés par rapport à ça. On reste là au niveau accompagnement. Voilà, merci à tous et puis une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.